Libération, c'est lu par un club. Et que quand vous lisez Ouest France, vous êtes lu par tout le monde. C'est vrai que les gens lisent plutôt ils vont vers la proximité, mais en même temps, il faut rendre hommage à ce journal, qui n'est pas tombé dans la facilité. Il commence par lire Le Monde, pas le journal, mais la rubrique Monde, la France, les régions, etc. Et dans la majorité de la presse quotidienne régionale, on commence par le pays. Puis à la fin, vous avez l'actualité nationale. C'est un état d'esprit aussi. C'est aussi un état d'esprit plus fédéral, plus se percevoir comme une région qui compte et qui contourne Paris. C'est un peu l'esprit des Bretons et ils ont cette intelligence-là et on le voit sur le plan économique, ça paye. Autre question ? Olé. Merveilleux, hein? Olé. Donc, le train Paris-Limoges percute. Ça va pas aller bien loin, ça. Faut que je vous vois, monsieur Trocard, il faut racheter un paperboard. Bien gentil de fleurir la ville, mais il faut quand même... On ramasse. Mais non. Non mais on va ramasser, vous inquiétez pas, c'est moi qui fais la... Non mais vous inquiétez pas, c'est moi. Ah ben mais... Bon alors une question, quelle question? Oui, quelle question? Il me semble que vous nous avez beaucoup parlé d'histoire, en fait. Oui. Hein, depuis Louis XVI jusqu'à l'affaire Dreyfus, etc. Oui. Et je voudrais que vous nous parliez de cette collection de l'histoire de France pour les nuls. Oui, mais en fait finalement, un dessin de presse, c'est de l'histoire finalement. Sauf que sur une quantité de dessins de presse, si vous regardez l'actualité, si vous refeuilletez l'actualité, vous apercevez qu'il y a énormément de sujets qui tombent à la trappe, qui vont disparaître de la mémoire. En même temps, un dessinateur de presse, il est, sans s'en rendre compte, il est témoin de son temps, etc. C'est pour ça qu'il y a énormément de dessins. J'ai la chance d'avoir beaucoup de dessins dans les manuels scolaires. Alors c'est vrai que l'histoire, moi ça me passionne parce que, on l'a vu avec Illustre Normand, puis maintenant Illustre Breton, puis Illustre Vendéen. C'est assez intéressant de traiter, par exemple, la révocation de l'édit de Nantes, ou l'écartèlement d'Amiens, l'assassin de Louis XV, de le traiter par le dessin de presse. Parce qu'on a connu cette histoire fabriquée, cette histoire de France fabriquée sous la Troisième République, avec on a tous en mémoire ces merveilleuses illustrations de Bayard, enfin, ces grands... Mais moi j'aime bien revisiter ça par le dessin de presse. Faire Roland de Roncevaux qui sonne sa corde, oui, ça, par exemple. C'est marrant, ça va tenir, non, c'est bon. Ils ont bon dos, les Sarrasins, quand même. On nous a dit, oui, c'est les Arabes, machin, c'est pas les Arabes du tout, c'est pas les Sarrasins, c'est encore un truc c'est un délit de faciès, ça. C'est les Basques. C'est pas du tout les Arabes, c'est encore une connerie monumentale. On était bien content d'avoir les Arabes à Monte Cassino. Ah, les armées de libération nationales qui nous ont sauvés, c'est pas, excusez-moi, c'est pas des berrichons, hein. C'est des gens du bled. Alors, par contre, dans les Pyrénées, c'est encore les Basques. C'est les Basques qui ont emmerdé en même temps. Bon, il avait pas. Enfin, faut-il être con pour. Il était. Bon, bref. Heureusement qu'on n'a pas eu. C'est pas drôle, madame, il est mort quand même. Madame, elle est pite, elle a 2 roses là, on dirait un tableau merveilleux, etc. Il est quand même mort, ce garçon. Voilà. Heureusement qu'il n'était pas à la place de Charlemagne, hein, parce que franchement, il n'aurait pas tenu. Imagine, il est débile, ce garçon. Oui, il voulait être saxophoniste. Voilà, c'est encore un destin brisé. Ça. Et il lui faire une école de musique, enfin, que faire, ah, tu vas faire la guerre, tout, le gamin, il est... Il avait dit à sa mère, hein. N'envoyez pas au service militaire avec son saxophone, il va se faire repérer. Le mec, il joue du saxo dans les gorges de... Il ne donne pas de ramasser des cailloux sur la... Bon. Ça vous fait rire, ça. Je sens que ça vous fait rire. Donc... Je ne vois pas... Le matin, quand je le croise, il n'est pas aussi là, hein, quand il arrose les plantes ou qu'il attend les Hollandais dans la rue, là.
je l'adore, c'est quand il attend le client. Parce qu'il a dû avoir la tour de contrôle. Oui, Kruten, Spruten, Vruten, Schmut. Je sais pas, voilà. Quand vous essayez de leur expliquer, parce que comment y arriver, quoi. En hollandais, en batave. Donc il est là, il avance dans la rue, et là il se met au croisement pour les accueillir. Là, il est beaucoup moins gai, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il les rate quand même. J'ai raison, ça se passe comme ça. Ah oui, voilà. Vous n'étiez pas au courant, madame? Mais c'est pas sexuel, il fait son boulot. Vous avez déjà vu les bataves qui arrivent avec leurs trucs? Sinon ils vont aller au camping. Ou bien qu'il la remplisse, mais il fait bien son boulot quand même. Ne le regardez pas comme ça, il va se faire un sanglier pour garçon. Déjà qu'il va y avoir une scène de ménage. Qu'est-ce que tu faisais avec la scie sauteuse? Donc ça c'est Roland Ronceux. Bon, bah, voilà. Parce que la question c'était, donc l'histoire, oui c'est intéressant. Donc ce qui est intéressant, donc là c'est le col du machin. Et là, il faut qu'il soit blessé, enfin il faut qu'il bosse, il va mourir. C'est le lancier du Bengale. Mais Charlemagne c'était au Dika aussi. Hein, l'autre il n'entendait pas, et c'est Guénelot, et ben non, oh ben non, il chasse le lapin. T'es gaga Charlemagne, hein. Il va peut-être se faire appareiller comme ça, il n'y a pas de honte, hein. T'entends pas, l'autre il a... Je te jure. T'as pas gagné, hein, bon. Donc là, le gars il sonne. L'autre, il dit, te fatigue pas, il n'y a pas de réseau. Bon, ça c'est un peu le genre de dessin qu'on fait. Donc, oui, je vais marquer. Donc ça, c'est... te fatigue pas. Donc ça, c'est... Alors, pour répondre à Mme Jolimette, elle est quand même so british, notre Mme Jolimette. Parce qu'elle est une espèce de dégénérée schizophrène, elle est so british. Il vient de lui foutre à plat la moitié du paperboard, la truc, so british. On voit qu'elle pilote tout. Tout à l'heure, elle était sur la plage pour ramener les petits-enfants. Rentre les bêtes dans le corail. Un tracteur dans une main, ramène 16h30, Mme Jolimette sur la plage. Les troupes avant. Faites-moi bouger ce abstract là, merde. J'accueille Chonu ce soir, c'est pas une dame, ça bon. Extraordinaire, c'est un morceau d'histoire, Mme Jolimette. Mais j'ai raison quand même. Donc, pour répondre à votre question, Mme Jolimette, donc, finalement, vous imaginez que cette affaire-là, elle apparaît dans... Vous la traitez comme vous le traiterez. Voilà. Donc, l'histoire pour les nuls, vous savez, c'est cette collection incroyable. Au départ, c'est un concept américain qui a été racheté, la licence a été rachetée par un éditeur qui s'appelle First. Et au départ, c'est pour les geeks, enfin ceux qui veulent... ça s'appelle l'informatique pour les nuls. Ça marche à peu près, mais bon. Et l'éditeur a cette idée géniale, il dit, oh, les Français se passionnent d'histoire. On aime bien, quand même, dans un dîner, c'est vrai, pas être totalement demeuré, donc faire une citation, etc. Et ça part de ce principe-là, c'est que, finalement, on a tous un peu oublié cette histoire écrite sous la Troisième République, diffusée sous la Quatrième République, enfin, cette histoire un peu, qui était une histoire assez simple, qui rappelait les fondamentaux. Et en fait, ils ont donc décidé, avec un professeur d'histoire qui s'appelle Jean-Joseph Julot, de faire sur le concept, c'est-à-dire sur la pédagogie, donc la charte de ce livre, de faire l'histoire. Et ça a été un succès phénoménal, succès d'ailleurs qui est propre à la France. On est le pays où c'est un tirage, c'est un des plus gros tirages de l'édition en France, etc. Et ce prof d'histoire, qui était un prof tout simple, s'est trouvé, il n'est plus prof maintenant, il travaille. Et donc, pour la nouvelle édition, ils ont décidé de faire appel à un dessinateur de presse, donc il y a 40 tableaux, c'est quand même assez gros, donc, et de me faire travailler sur 40 scènes, ça va de le vase de Soissons, la révocation de l'édit de Nantes,
le feu, l'invention du feu, ça commence par l'invention du feu, ça se finit par De Gaulle et la 5e République. Voilà. Mais le dessin, c'est un petit peu ce qu'on a fait pour l'histoire. Pour illustre-normand, c'est-à-dire on peut, avec un dessin de presse, illustrer une scène historique. Et alors, quelquefois, c'est très intéressant de voir, par exemple, sur les Cathares, ils ont... Jean-Joseph Julot a été plus modéré. Hein, parce que donc le fameux bûcher où on brûle les cathares, dans certaines régions, les cathares, c'est encore un peu vif, hein, c'est le cas de le dire. Et donc il fallait atténuer le dessin. J'ai découvert ça, que c'est encore dans le sud-ouest, il y a une espèce de transgénérationnel sur les cathares. Bon, voilà. Une autre question, non? Oui, et donc ce livre va sortir il va sortir à la rentrée, ça ne me dit pas quand, parce que ça, je sais, au moins, pour l'intendant, je suis nul. Il va sortir, les dessins doivent être livrés là, et donc il sera à la rentrée, je pense, oui. Ouais. Et j'ai vu que Jean-Joseph Julot a fait aussi la poésie pour les nuls. Voilà, oui, ça vous allez l'inviter, on va le faire venir. Ouais. Je vais vous donner le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Non, mais là, il est très bien, Jean-Joseph Julot, il va vous raconter plein de belles histoires, il va vous raconter Malherbe, comment la langue, enfin, il va vous raconter plein de belles choses, il a ce charisme aussi, il est très très drôle. Rendez-vous est pris. Voilà. Vous avez des questions? Monsieur. Qu'est-ce qui différencie un dessinateur humoristique d'un dessinateur politique? Je prends un exemple. Oui. Et comment caractérisez-vous Chaval par rapport à Ciné? Une très bonne question. Alors, Chaval s'est suicidé, Ciné est encore en vie, il est à deux doigts de mourir. C'est vrai ce que je vous dis. Écoutez, il y a une époque, avant que vous n'arriviez, on avait parlé de ces dessinateurs qui étaient au service de l'information, on parlait du dessin réalisme. Il y a une tradition, on le voit dans le New Yorker, de dessin de société. Chaval savait parfaitement traduire peut-être une forme de mélancolie de notre société moderne, comme Sampé sait parfaitement traduire la solitude dans les grandes villes, etc. Je pense que l'œuvre de ces dessinateurs, et vous avez raison de le souligner, ils ont disparu il y a une époque où on en avait partout, c'était d'ailleurs beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de dessinateurs d'humoristiques. Alors il y avait Bellus, enfin bon bref, l'humour était beaucoup plus présent dans les journaux au travers de ces dessinateurs-là. Il y a ceux qui sont restés, comme Chaval, qui est un très grand dessinateur, Sampé. Mais c'est vrai qu'en France, on aime plus le combat d'idées, le côté très clivé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a le New Yorker qui continuerait de publier un Chaval. Voilà. C'est un peu culturel à la France. Et c'est dommage, et c'est pour ça que Sampé est parti à un moment donné avec Goscinny aux États-Unis. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour ces dessinateurs-là, parce que d'abord, les dessins restent. Quand dans 15 ans, Sarkozy, Fillon, ça se trouve, plus personne. Voilà. Par contre, un dessin de Chaval, il reste, notamment ce dessin qui est prémonitoire de sa fin. Vous savez, c'est un dimanche, le bonhomme sort de chez lui, et il passe, tout est fermé. Donc, boulangerie fermée, c'est un peu Paris au mois d'août comme chante Aznavour. Le parc est fermé, tous les endroits où il pouvait. Puis à un moment donné, il y a une bulle, il pense à une carabine. Il n'y a pas un texte. Hein. Il pense à un pistolet. Il arrive devant l'armurerie, c'est fermé. Donc Chaval, je suis heureux que vous rappeliez la mémoire de Chaval, qui s'est suicidé, qui est un très grand dessinateur, et au travers de son art, il portait un peu un regard sur la solitude de nos temps modernes, où finalement on a énormément de moyens de communication, d'entrer en contact, mais finalement on est très seul. J'essaie de répondre à votre question. C'est vrai qu'on est passionné par le débat d'idées, le faux débat d'idées, etc. Mais j'ai pu constater que, en rencontrant d'autres dessinateurs, notamment dans le New Yorker, ces dessinateurs de société, qu'on appelle dessinateurs de société, ils avaient plus de chances de durer dans le temps, parce que finalement, quand on regardera tous ces gens sur la plage, maintenant qui regardent plus de la plage, mais qui regardent leur iPhone, là il y a un dessin à faire et il parlera plus que Sarkozy, etc. Voilà. Et puis on a ce grand Sampé qui avec ce trait d'une fragilité. Si vous regardez à la loupe le trait de Sampé, il est extraordinaire, parce que c'est une soi-disant imperfection, alors qu'en fait c'est d'une précision totale. Il y a des très très grands traits. Il faut saluer la mémoire de René Goscinny,
René Goscinny qui échappe à la Shoah parce que son père est muté en Argentine. Cet homme est extraordinaire. C'est l'un des plus grands scénaristes et c'est un homme qui a quand même révélé Reiser, qui a révélé Bretéché, qui a révélé Cabu. Il était habillé comme un notaire, il n'avait pas du tout le look artiste. Hein. Quand vous regardez Achille Talon, vous avez le bureau de Charlier, qui est un bon wallon liégeois qui mange son sandwich, et puis vous avez le bureau de Goscinny qui est absolument impeccable, etc. Et René Goscinny est un immense écrivain, c'est d'abord un écrivain, c'est un très grand scénariste, et Maurice lui a rendu hommage, le dessinateur de Lucky Luke, un peu moins Uderzo est un peu il devrait quelquefois plus le mettre en avant, parce que finalement Astérix est mort à la mort de Goscinny en termes de force et de scénario. Et Maurice dit que si Goscinny n'avait pas pris en main l'univers de Lucky Luke n'aurait pas eu ce succès-là, parce que inventer les Dalton, inventer Rantanplan, construire tout un tas de... C'est un génie. Et c'est un homme qui nous a quittés beaucoup trop vite. Moi, c'est un des personnages qui m'a marqué. La mort de Goscinny m'a marqué parce que c'est un peu ma culture, c'est un peu ma littérature. Et c'est un homme qui a énormément fait aussi pour révéler des dessinateurs. Il avait créé Pilote. Et il a été un peu écœuré par 68. Parce qu'à 68, comme il avait un costume 3 pièces, on l'a pris pour un patron. Et tous ces gens nous ont craché à la gueule. Il l'a assez mal pris, et alors que c'était un vrai révélateur. Pourquoi il faut toujours se méfier des postures et des apparences. Voilà. Mais bon, il y a eu aussi ce type-là. Je vous rappelle cette image, comme quoi, quelquefois, ce qui est dans le temps et qui expurge, on a vu ce genre d'image aussi en 68. Il fallait que jeunesse se passe. Ça fait un peu drôle aujourd'hui au regard de l'histoire. Hein, bon. Oui. Comme quoi, il faut toujours du temps. Vous vous rappelez? Et dans la Sorbonne, il y avait des portraits de Mao. Bon. Comme quoi, il faut toujours attendre. Et Goscinny, alors qu'il était un très très grand précurseur et très progressiste, Goscinny disait « Je n'aime pas ce style-là, mais il faut le publier ». Quand vous avez un rédacteur en chef comme ça c'est pas mal. Voilà. C'est un grand bonhomme, et c'est le père du petit Nicolas. Et voilà. Et votre présence alors au mémorial? Eh bien, ma présence au mémorial, c'est à la naissance du concours de plaidoirie, il y a maintenant, c'est 25 ans, non, 22 ans. Ils avaient un souci, c'est qu'ils avaient des avocats qui plaidaient sur des sujets qui étaient toujours très lourds et complexes, et donc il manquait quelque chose, et je crois que c'est Claude Quetel qui a eu l'idée de faire appel à un dessinateur en direct, et donc j'ai finalement appris beaucoup de ça, c'est-à-dire de pouvoir placer des dessins entre chaque plaidoirie. Ce qui fait que c'est très amusant la vie, parce que je me suis retrouvé après être le dessinateur des droits de l'homme. Un homme qui vit à Saint-Aubin, qui est confronté en permanence. On va faire des actes de résistance. Comme quoi, vous voyez, il faut se méfier des postures. Parce que moi, j'ai eu l'honnêteté de le dire. Non, je suis venu par hasard, droit de l'homme. C'est vrai que j'avais sensibilité peut-être, mais c'est vrai que le fait de me retrouver au mémorial, je ne peux pas vous dire, oui, j'ai toujours... Il était normal que par mon parcours... Non, je ne suis pas passé comme ça, c'est un hasard. Et ce hasard vous structure. Et après, il vous apprend le métier. Et là, après, j'ai fait des dessins. Puis alors, donc, il y a cette année, voilà, on m'a demandé de faire une fresque. Grimaldi m'a demandé de faire une grande fresque, un peu pour traduire l'ambiance. Et en fait, c'est un peu la réconciliation de ces croqueurs, puisqu'on a commencé sur le mot croqueur, ces croqueurs d'assises, puisqu'on n'a pas le droit de prendre en photo. Il reste encore... et c'est vrai que les univers d'avocats, Daumier l'a parfaitement dessiné, les univers d'avocats, les univers de tout ce qui se passe dans un palais de justice, il y a quelque chose de très théâtral, et en même temps il y a une tension, et le dessin se prête parfaitement à ça, parce qu'il saisit des instants, etc. Et la caricature, ces avocats qui plaident, c'était un peu un trait d'union entre ce qu'on peut voir dans ces grands procès,
avec ces grands avocats qui ont marqué Moreau Jaffery, enfin, toutes ces grandes figures du barreau qui ont été extraordinaires dans des procès incroyables. Enfin, moi, je me nourris de ces plaidoiries et de ces actes pour retourner l'assistance. Vous savez, là, quand pour Landru, on veut mettre le doute, et l'avocat fait j'appelle madame, et les gens se retournent, et il leur dit, mais voyez, vous avez le doute, puisque vous voyez, cette femme, vous pensez avoir été tuée par Landru, vous voyez qu'il y a un doute, puisque toute l'assistance a tourné vers la porte, et puis l'avocat général a fait, oui, mais j'ai regardé monsieur Landru, il n'a pas tourné la tête. Donc ces instants-là, vous avez dans ces instants des trucs incroyables qui sont traduits par le dessin. Et quand vous avez des sujets du type... Cette année, on a quand même eu au mémorial les tortures en Syrie, c'était des rats dans le vagin. Quand vous avez ces grandes familles qui arrivent très... Oui, nous allons écouter le roi de l'homme, n'est-ce pas, avec Télérama sous le bras, et puis en même temps, un arrière-goût de gigot du dimanche, n'est-ce pas, ce côté très... Oh, c'est affreux. Vous avez un gars qui arrive, mais très sérieux, quoi, une fille très sérieuse, je lui dis, voilà, donc on l'a torturé, nous avons les moyens de vous faire parler, on va vous mettre des rats dans le vagin, ce qui est authentique. Bon, alors vous avez deux solutions, vous faites un rat de Serralini, parce que ça fait encore plus mal, parce qu'il a deux énormes glandes, deux énormes tumeurs, et quand vous le retirez, ça fait mal, hein. La deuxième truc, dans ce truc-là, mais ça, ce que je vous dis, c'est vrai, je ne raconte pas, c'est pas des blagues. Je n'invente pas des rats dans le vagin. On me sert des rats dans le vagin. Voyez-vous, garçon, qu'est-ce que vous avez comme plat? Des rats dans le vagin, c'est bien. Et pas autre chose, non, on n'a plus que ça en bas. Voilà. Et des œufs qui servaient à voilà, donc des œufs qui servaient à torturer des homosexuels libanais. Donc voilà, c'est un peu lourd à digérer. Quand vous le faites depuis 20 ans, c'est un peu compliqué. L'excision aussi, enfin des trucs comme ça. Et donc ces dessins, ils permettent de créer une respiration, parce que finalement, l'humour est là quand même pour ça, on est l'animal qui est conscient de la mort. Moi, je me souviens très bien qu'on m'a appris que j'allais mourir. On m'a pas présenté des radios, j'avais 7 ans, et on m'avait fait écouter Jean de la Lune. Je m'en souviens de Jean de la Lune, une espèce de chanson qui m'annonce qu'on va mourir. Tu vois. Et en fait, l'être humain prend conscience qu'il va mourir, voilà, c'est quand même assez lourd. Quand même. Donc en fait, l'humour, c'est quand même ce truc absolument incroyable. C'est totalement abstrait, l'humour. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire déclencher des rires? Et donc, c'est un peu... On a besoin d'humour pour mettre la mort à distance, en fait. Et ce sont des dessins en direct qui faites en direct? Oui. Oui, parce que moi, je voulais être comédien, que c'était pas très protestant. Hein. Je vais être danseuse à l'Alcazar. Et donc en fait, non, je voulais être comédien, moi. Je voulais vraiment être comédien. Donc voilà, donc le dessin, c'était une façon de faire d'avoir ce côté artiste, et puis en même temps de pas... Parce qu'il faut être très courageux pour être comédien. Je ne suis pas courageux. Il faut quand même monter au créneau. Il faut... Ou c'est inné chez vous? Quoi, la débilité, madame? Un mec qui arrive à monter sur scène et qui vous pète un paperboard, qui vous casse un verre, qui fout tout le bordel chez madame Jolimette, qui est quand même une femme ordonnée, qui est capable de ramasser tous ses petits-enfants sur la plage, comme la déesse Shiva. Donc, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est... Alors, il y a de belles choses que ce qui est... Moi, j'ai de l'admiration pour mon père. Mon père était un fils de cheminot, il n'est pas né dans des livres, et il a dû apprendre la République. Ça, c'est beau. Moi, je suis à une espèce de... Ce truc que j'ai, il est locataire chez moi. Je ne le maîtrise pas, je ne sais pas. Donc, mais ça va toujours fasciner les artistes qui parlent de leur art. On ne sait pas ce que c'est. Fais ton art, et puis essaye de faire rire, ou essaye de bluffer, mais parler de son... C'est très compliqué. Demandez à Mériel comment il arrive à capter ces lumières incroyables. C'est-à-dire comment il arrive à faire que dans une photo où il n'y a pas une âme, il n'y a pas une personne. Vous avez l'impression que ces photos sont habitées. Quand il photographie un palais en Sicile, c'est une pièce vide, et pourtant vous avez la présence de tout. Voilà. Moi, j'ai un immense respect pour le photographe. Parce que
À quel moment décide-t-il de capter ce truc-là qui par la machine? C'est de l'art majeur. Après, vous avez posé une question à Olivier, il va vous dire, je ne sais pas. Le mec, il commence à vous dire, oui, j'ai fait cette tâche, n'est-ce pas? C'est un cri, c'est une révolte, c'est moi. D'accord? Alors ça, par contre, vous ouvrez la télé, vous n'avez que ça, la télé. Des mecs comme ça. Si vous voulez, j'ai voulu pousser un cri. Ah! Et voyez-vous, comment vous dire, n'est-ce pas? Ma mère me battait, mon père me violait. Vous ne savez pas ce qui se passe. On ne sait pas. C'est le mystère de... À mon avis, l'autre là-haut, il doit être très drôle. Moi, je suis un peu voltairien. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose... Il doit y avoir un truc très complexe. C'est pas Sarkozy qui va nous ramener 11 millions, je vous rassure, c'est pas le Messie. Mais l'art, c'est quand même ce qui flirte avec l'inné, le truc un peu... Vous savez, les scientifiques qui doutent le plus, ce n'est pas ceux qui regardent la Terre, c'est ceux qui regardent le cosmos. Donc, ces anomalies qui ne servent à rien, parce que mon métier ne sert à rien. Moi, j'ai 2 sœurs en hôpitaux publics, dont une qui est à Reims, qui est en neurologie, hôpitaux publics, hein, pas les cabinets. Elle pousse des brancards, et c'est la gériatrie. On abandonne les gens, on nous parle d'euthanasie, mais enfin on abandonne les Alzheimer, ils gueulent dans les services, etc. Et bien ça, ce sont des métiers utiles. Pour tenir une nation, il faut des enseignants, des médecins, et nourrir les gens. Mon métier ne sert à rien. Et ce qui est une force absolue, c'est que finalement, se servir à rien, c'est génial. Et un peu en France, on a toujours un problème de faut qu'on pontifie. Vous savez que ce qu'on raconte sur les Belges sont pleins d'humour, qui se laissent moquer de... Parce que les Belges sont extraordinaires pour ça. Nous, on a plein d'histoires belges. Hein, mais vous ne connaissez pas l'histoire sur les Français? Vous savez comment fait un Français pour se suicider? Il fait comme ça. Vous savez pourquoi? Il essaye d'atteindre son complexe de supériorité. Donc les Français sont pontifiants. Dès qu'on fait de l'humour, il faut tout de suite qu'on ait une cause. Je fais de l'humour, mais j'ai une cause. Aujourd'hui, on a... Mais déjà, moi, je suis content de faire un peu sourire. Déjà gagné. Point. Oui, il ne faut pas toujours. Parce que moi, je ne souris pas quand ils me donnent des sujets pour éviter le sujet. Bref, voilà. Il y avait une question là-bas au fond. Bonjour madame, oui. Je voulais vous demander, pour faire votre dessin, ça vous demande longtemps, il faut chercher. Donc, est-ce que ça peut être rapide ou non, il vous faut un petit moment? Écoutez, Bien sûr qu'en analysant... moi je me mets en danger. Je ne suis pas un bon pour les commandes. Je suis toujours en retard pour mes commandes de livres, de machin, parce que je pense que j'ai été façonné par le stress, par la peur et par... donc je pense que, même si c'est très inconfortable, je pourrais me mettre dans le confort de prendre la... Mais c'est vrai que le danger permet peut-être de sortir quelque chose. Je pense que peut-être, c'est peut-être une erreur d'ailleurs, je pense que peut-être en étant en danger, je vais peut-être sortir quelque chose de meilleur. Ce qui à mon avis ne doit pas être le cas, mais on se met dans des situations pour pouvoir sortir ce truc. Voilà. En fait, il faut être dans une situation de stress pour pouvoir sortir ce dessin. Et puis sincèrement, plus je vieillis, moins je suis sûr de moi. C'est affreux. Je suis quelqu'un qui doute énormément. D'ailleurs, je pense que je ne réussirai pas totalement à cause de ça. Il faut avoir une part d'assurance il faut avoir un ego.